Bonjour Antoine, Bonjour Mangaël. est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis le docteur Antoine Sina, chirurgien digestif et bariatrique. Donc, je suis un ancien assistant chef de clinique qui a effectué 4 ans de clinica post-internat de 5 ans, où j'ai pu me former en chirurgie laparoscopique par un abord mini-invasif. Et en plus, la chirurgie de l'obésité que je pratique maintenant depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la chirurgie bariatrique? Alors, et très très bonne question. Alors, il s'agit d'une chirurgie qui s'occupe des patients qui sont en obésité et surpoids massif, donc des obèses malades. Au fait, il faut savoir que cette chirurgie ne date pas d'hier. Les premières interventions remontent aux années 60. Donc, ça existait depuis toujours. À l'époque, ces interventions se faisaient par laparatomie, c'est-à-dire en ouvrant la cavité abdominale par une large et grande incision. Alors, il faut savoir que quand la diététique échoue, la chirurgie de l'obésité peut prendre le relais. Les résultats spectaculaires qui sont observés en termes de perte de poids, de mieux-être des patients et surtout de correction des maladies qui sont associées à l'obésité m'ont donné envie de se lancer dans ce domaine. Déjà, quand j'étais interne à l'hôpital, où j'ai aidé mon ancien patron à réaliser ce type d'intervention, à l'époque, on en posait beaucoup d'anneaux gastriques et des interventions dites de Mason-McLean qu'on pratique plus de nos jours, qui ont déjà été abandonnées en raison de multiples complications observées à moyen terme. Et laissant largement la place aujourd'hui à la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. Ainsi que les patients qui souffrent en réalité d'une obésité sévère, qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 35, voire au-delà de 40, et qui ont épuisé toutes les autres possibilités de réduire leur poids, je crois que la chirurgie bariatrique peut représenter une solution efficace. Cette alternative est intéressante parce qu'elle est efficace non seulement sur le poids, mais aussi sur de nombreuses maladies en rapport avec l'excès de poids, comme le diabète, l'hypertension artérielle, le syndrome de l'apnée du sommeil, et bien d'autres comorbidités qui peuvent être résolues par la chirurgie bariatrique, chose qu'aucun régime simple alimentaire ne saurait le faire au long cours, au long terme. Et c'est ce qui a réellement m'a donné envie, puisqu'on soigne une maladie et on voit les résultats spectaculaires à long terme de ces patients. On est très content d'avoir un patient qui est diabétique, qui prenait pas mal de médicaments pour traiter le diabète, pour équilibrer le diabète et qui n'arrive pas. Et quand on les opère, après un parcours bien défini, on voit qu'au bout d'un an ou même moins, ils ont plus de traitement, voire ils ont diminué de beaucoup leur traitement. Ils ne prennent plus des antihypertenseurs pour la plupart. Les gens qui étaient appareillés pour le syndrome de l'apnée du sommeil ne le sont plus. Et quand on voit ces résultats, ça donne vraiment envie parce qu'on vraiment on voit les résultats pour les gens, non seulement sur l'effet du poids. Oui, tu les vois changer de vie aussi, c'est ça, hein. Quand toi, tu les Oui. suis, tu vois leur évolution dans le temps et tu vois que ça amène vraiment une amélioration de la qualité de vie et Exact. très important. C'est quelque chose, si tu veux, un Gaël, de très objectif et non pas que subjectif, parce que tout cela, c'est quand même basé sur de nombreuses études qui existent et qui montrent quand même qu'il y a un bénéfice pour la santé. Notamment, je pense au registre suédois qui a suivi pendant près d'une vingtaine d'années des patients obèses. Et ils ont évalué les effets de la chirurgie bariatrique sur la santé par rapport à une prise en charge médicale conventionnelle, comme les conseils diététiques, les activités physiques, associées aux divers régimes alimentaires que l'on prescrit et les résultats et les effets de yo-yo qui sont attendus par la suite. Dans cette étude, le premier résultat important portait sur la perte de poids à long terme, qui était beaucoup plus efficace dans le groupe des patients opérés que les patients qui n'étaient pas opérés. Et le second résultat qui était très important était que la mortalité, attendons-nous bien, la mortalité, toutes causes confondues, était réduite nettement dans le groupe des patients opérés d'une chirurgie bariatrique, d'une chirurgie de l'obésité, par rapport à ceux qui l'ont pas été. Et ça, c'est très intéressant de le souligner quand même, car aujourd'hui, l'obésité, qui est une maladie, elle tue, elle réduit la survie d'un être humain. Et il est reconnu par des études de Framingham aux États-Unis que la survie chez l'homme, elle est diminuée de 13 ans à partir d'un indice de masse corporelle supérieur à 40 par rapport à quelqu'un
qui n'est pas dans l'obésité, et chez la femme de 7 ans. C'est quand même énorme dans la vie d'un. Ah oui, oui, c'est très, très important, c'est sûr. Alors, on sait aussi que alors, la chirurgie, elle est très efficace, mais on sait aussi que parfois, ça se passe pas aussi bien sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui retournent dans leurs anciens comportements alimentaires. Toi, en tant que chirurgien, quels seraient les 3 conseils que tu aimerais donner aux personnes qui veulent accéder à la chirurgie et puis ensuite aux personnes qui ont été opérées? Quel serait toi ton point de vue et les conseils que tu aimerais leur donner? Comme tu viens de le dire, il faut savoir quand même que le recours à la chirurgie de l'obésité nécessite une prise en charge adaptée au sein d'une équipe spécialisée, à la fois médicale et chirurgicale, permettant ainsi une évaluation, si tu veux, du rapport bénéfice-risque pour chaque patient. Car la chirurgie n'est pas anodine, la chirurgie n'est pas dépourvue de risques, et il faut savoir aussi que, et ça, tu es bien placé pour le dire, que la chirurgie seule, bariatrique, ne guérit pas d'éventuels troubles du comportement alimentaire préexistants. Et que les résultats auxquels on peut s'y attendre à long terme sont largement consolidés par la mise en place d'une activité physique également. J'insiste également sur ce point-là. Donc, pour cela, les indications, le choix de la technique doit être discuté en accord avec toute l'équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ces patients, c'est-à-dire le médecin nutritionniste, endocrinologue, toi-même, psychologue, psychiatre si besoin, le diététicien expert dans ce domaine, pour que le patient puisse bénéficier des avantages à court et à long terme. Il ne faut pas avoir peur d'en arriver là, il ne faut pas avoir peur de se préparer, il faut avoir peur de se faire opérer sans une bonne préparation au préalable. Voici un des conseils. Et pour les patients qui sont indécis et hésitants, pour toutes ces raisons-là qu'on vient de citer, la chirurgie quand même a largement sa place thérapeutique. C'est pas parce que je suis chirurgien que je vends la mèche, mais ça a été démontré par pas mal d'études, par notre expérience personnelle. C'est reconnu. Sinon, on aurait arrêté. Hein. Si jamais il y avait plus de risques et de contraintes que de ne pas se faire opérer, on l'aurait abandonné. Hein. Mais comme tu viens de le rappeler, effectivement, le suivi à vie après une chirurgie bariatrique est incontournable et indiscutable. Les gens qui viennent pour consulter en pensant que c'est une baguette magique, ils vont avoir une chirurgie et qu'ils vont pouvoir replonger, refaire n'importe quoi par la suite et ne pas se faire suivre, ce sont des gens qui vont revenir plusieurs années plus tard et reprendre du poids. Car la chirurgie, il faut savoir, et également que ça peut entraîner quand même de multiples complications, même à long terme. Donc ces complications-là, il faut pouvoir les cerner, les détecter, les dépister en temps et en heure. Et ces complications sont susceptibles d'intervenir à tout moment, même de nombreuses années après l'intervention. Je pense au bypass, par exemple, comme des soucis digestifs d'accueil, des contraintes, une occlusion intestinale suite à ce qu'on appelle une hernie interne fabriquée par le montage du gastric bypass en Y, un ulcère sur la suture entre le raccord entre l'estomac et le jéjunum, où l'estomac et le jéjunum sont reliés, peut arriver même des années plus tard. Bon, ça reste quand même toutes ces complications-là inférieures, il faut savoir, à 2%. Donc, inférieures à 2%, 98%, ça n'arrive pas. Ou une hernie hiatale. Mais ce genre d'intervention certaines complications peuvent nécessiter, même des années plus tard, une réintervention, parfois même en urgence. Je cite également d'autres contraintes, il faut le savoir, médicales, qui peuvent survenir, les maladies, les malaises après les repas, ce qu'on appelle le dumping syndrome, notamment après le bypass gastrique, qui se révèle par un gros coup de barre qui nécessite de s'allonger avec vomissement, diarrhée, une hypoglycémie, des sueurs. Les patients ne sont pas bien, comme un gros épisode d'hypoglycémie. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des carences nutritionnelles multiples, avec en conséquence un déficit en certains nutriments comme le fer et l'anémie qui s'engendre, le déficit en vitamine D, le risque d'ostéomalacie, d'ostéoporose, de fractures fragiles. Tout ça, si les patients ne sont pas suivis et ils sont lâchés dans la nature, s'ils arrivent à avoir des ennuis neurologiques, par exemple, comme parfois des carences en vitamine B1, B6, et ils ne consultent pas, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas dépistés en temps et en heure. Parce que le but du suivi, ce n'est pas uniquement les voir quand il y a un problème.
quand il y a des troubles de la mémoire, de la marche, de la vue, ils vont consulter leur médecin traitant et souvent, on risque de passer à côté. Alors, quand ils sont suivis par un médecin endocrinologue nutritionniste qu'ils avaient déjà pris en charge au préalable. Et quand il va faire, ce médecin-là, 2 à 3 consultations par an. Donc, il va faire au moins 2 bilans sanguins par an pour aller chercher et détecter, dépister les éventuelles carences. Quand on les détecte, quand on les supplémente, quand on corrige, et il n'y a aucun problème qui peut arriver, à mon sens, à long terme. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les patients ils sont tellement contents de leur perte de poids par la suite, même 3 ans, 5 ans, 10 ans après, ils ont tendance à minimiser parfois les troubles. Donc, on recommande aux patients qu'il ne faut pas tarder. Voilà un des conseils que je donnerais aussi aux patients. Et hésiter à en consulter en cas de symptômes inhabituels chez les patients opérés. Même quand ces symptômes paraissent mineurs, comme des simples douleurs abdominales fluctuantes. Voilà. Troubles de la vue. On pense que c'est un problème ophtalmologique, on va aller voir l'opticien. Non, trouble de la vue ou même une accélération de la perte de poids peut être témoin d'une carence en certaines vitamines, donc parfois gravissimes avec des effets neurologiques, parfois même irréversibles, il faut le savoir. Donc avant qu'on en arrive là et avant qu'il soit trop tard, vaut mieux intervenir et corriger. Et le mieux, c'est la prévention. Et quand on parle de la prévention, c'est le suivi. Ouais. Le suivi pour ne pas en arriver là. Nous, par exemple, comme l'HAS le préconise, on voit dans notre centre les patients opérer au moins la première année 4 fois la première année, puis 2 voire 3 fois tous les ans jusqu'à la 5e année. Et au-delà de la 5e année, on met la courbe, on a un plateau et on demande au moins un suivi nutritionnel 2 fois par an. C'est pas grand-chose. Une fois tous les 6 mois d'aller voir le médecin nutritionniste pour préciser. Et bien sûr, si besoin, le suivi psychologique, tu es bien à le dire, est aussi parfois chez certains patients indispensable. Bah écoute, merci beaucoup Antoine pour tes conseils. Je t'en prie. Puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Anne-Gaëlle.